Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. Donc on avait déjà tourné une première partie avec Jack sur l'alimentation végétale versus l'alimentation carnée. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Là voici la seconde partie qui n'a pas de lien avec la première. Ici on s'intéresse justement aux gras, produits laitiers et glucides. Est-ce que c'est essentiel ou dangereux pour la santé ? Bonne écoute et toujours pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire, ça donne beaucoup de force. Bonne écoute. J'ai vu, Jack, tu nous as parlé du FLP. Là, Ouais. on va arriver peut-être sur les lipides. On a parlé pas mal de fibres, de viande dans cette première partie. Diaboliser aussi, ça c'est un mythe qui est beaucoup revenu, Oui. surtout de la génération de nos parents. Tu vois, je pense à ma maman qui sûrement va écouter le podcast, qui pour elle le gras ça fait grossir. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les anciennes générations, même si elle est encore très jeune. Hein, je dis pas l'inverse. Donc c'est quoi ton avis sur ça? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Comment tu pourrais nous expliquer ça? Peut-être savoir aussi d'où ça vient. Je sais pas si t'as la réponse. C'est vraiment cette idée d'aller explorer les extrêmes avant de revenir au milieu. C'est-à-dire que on part d'une génération qui a été littéralement endoctrinée pour expliquer que le gras allait nous rendre malades parce que cholestérol et maladie cardiovasculaire. Okay, c'est à peu près ça qui s'est passé. Et donc, tu avais les générations d'avant. Alors, je ne sais pas chez vous, parce qu'en France, c'était peut-être un peu différent, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Moi, mes grands-parents, ils cuisinaient, comme je dis toujours, ma grand-mère, elle cuisinait pas les steaks au beurre, elle les cuisinait dans le beurre. Elle préparait sa poêle et il y avait une couche de beurre au fond et elle cuisinait son steak dedans. Tu vois. Pourtant, mes grands-parents, jusqu'à un âge assez avancé, étaient plutôt en très bonne santé, minces tous les deux, actifs. Voilà. Et en fait, c'était normal d'utiliser ces graisses-là. Aux États-Unis, par exemple, ils utilisaient beaucoup ce qu'ils appellent lard. Je pense que c'est le saindoux en français, c'est le gras du porc. C'est ça, le saindoux? Non, c'est le gras du bœuf, le saindoux, je crois. Le gras du bœuf, pour moi, c'est le suif. Ok, tu vérifies, mais bon, je pense, hein, d'accord, on verra. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment ces graisses animales que l'on utilisait pour les cuissons. Bien sûr, en Méditerranée, pas mal d'huile d'olive, évidemment. T'as raison. Et saindoux, c'est le porc. Et le suif, je crois, c'est le suif de bœuf, oui. Ouais. Et donc, à un moment donné, c'est OK, le gras va vous buter, les œufs, il y a du cholestérol, ça va vous tuer, crise cardiaque, tout ça, grosse peur à l'échelle de la population. La deuxième chose, c'est on se dit, puisque les gens sont gras, on va éviter de manger du gras, et donc on va tous maigrir. Et en fait, c'est aller trop loin. C'est-à-dire que contrôler ses lipides, ça a quand même beaucoup de sens quand on veut perdre du poids. Parce que pour l'avoir vu, et d'ailleurs je vais te donner des exemples extrêmement concrets juste après si ça t'intéresse, il y a pas mal de gens qui viennent dans cette démarche low carb, mais qui du coup mangent trop de graisse et n'arrivent plus à perdre du poids non plus. Parce que c'est très facile de manger trop de gras. Faut juste, tu vois, l'huile d'olive que tu verses là, si tu mesures pas ton huile d'olive, c'est quand même très facile de te choper 500 calories d'huile d'olive sur ta salade. Tu vois, moi je mange une salade, je comprends pas, je perds pas de poids. Je dis, oui, il y a 500 calories d'huile. En plus, tu mets des noix, de la feta, tu sais, parce que c'est high fat. Ok, non, à un moment donné, on a besoin quand même de contrôler. Par contre, le très low fat pose beaucoup de problèmes et tu parlais du poids. Et là, on a quand même un gros problème. Et moi, j'ai plusieurs théories là-dedans, mais je ne vais pas parler de mes théories. Je vais juste parler de ce que je vois concrètement sur le terrain. Les gens qui ont peur des graisses vont surcompenser avec le sucre, avec les glucides. Et là, on se retrouve avec un autre problème qui est la dérégulation de l'appétit. Parce que les graisses sont beaucoup plus satiétantes au travers des heures que les glucides. Et surtout, comme je l'explique très souvent, les glucides, c'est ce que tu peux le plus facilement surmanger quand tu n'as plus faim.
Donc l'idée, c'est que enlever toutes les graisses, en plus pour les processus hormonaux, etc., c'est quand même un gros problème. On sait maintenant que manger des œufs, franchement, des œufs de bonne qualité, les gens me disent combien? Je sais pas moi, 10 15, j'en sais rien. Combien est-ce que tu vas en manger? Parce qu'en fait, tu peux pas prouver que manger trop d'œufs de bonne qualité, sauf si tu as des réactions toi immunitaires avec les œufs, c'est différent, mais à l'échelle de la population, tu peux pas prouver que c'est mauvais pour la santé. Et donc l'idée, c'est que on veut remettre la graisse à sa place. Et à sa place, ça veut dire avec 30-40% de ton apport calorique. Et si tu veux faire du high fat low carb, ça peut encore monter. L'idée, c'est que moi, quand j'ai voulu perdre du poids quand j'étais gosse, parce que je sais que ça se voit pas, mais j'ai été un peu en surpoids quand j'étais enfant et adolescent. Et quand on m'a fait une façon de manger à ce moment-là, c'était en fait, tu coupes quasiment toutes tes graisses, quoi. Tu manges un sandwich au jambon maigre, sans mayonnaise, sans huile à midi. Tu manges un yaourt 0% à 16h, etc., etc. Et le problème de tout ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu t'affames. Et là, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Alors, de l'autre côté, c'est ce que j'expliquais. C'est que de l'autre côté, maintenant, c'est le low carb ou le cétogène. Et je suis totalement pour le low carb et le cétogène quand c'est bien fait. Vraiment, je suis content qu'on en parle. Mais on a un problème de quantité qui arrive assez souvent, où les gens utilisent ces alimentations-là pour perdre du poids. On les fait lune de miel au début parce qu'ils sont beaucoup plus rassasiés, ils dégonflent un peu, en plus ils perdent un peu de glycogène avec de la flotte, donc ça, tu vois, tu perds vite 2-3 kilos, tu es très content et tout. Et puis à un moment donné, ça stagne. Et le problème que l'on peut avoir, c'est ce que j'explique, c'est les quantités. Parce que quand même, c'est très très facile d'être à 200 grammes de graisse sur la journée, 1800 calories dans tes dents. Perdre du poids, ça va être compliqué. Et quels seraient les risques justement si on coupait complètement le gras, sans rentrer trop dans des détails physio, mais pour toi, qu'est-ce qui pourrait alerter peut-être des gens qui écoutent ce podcast, qui auraient coupé justement le gras et qui pourraient se ressentir dans ces symptômes-là? Alors, Tu vois? le truc le L'hormonaux plus... après. Hein. Alors, c'est Ouais, ça va exactement ce être que j'allais dire. hormonal. Le premier truc que tu vas observer, c'est un problème hormonal. Et donc, tu peux te retrouver avec les problèmes liés à la baisse de testostérone, par exemple, tout simplement. L'ostéoporose peut-être aussi? L'ostéoporose, je suis pas au fait du truc, explique-moi. Non, je sais pas, ça peut arriver, ça peut être un facteur, Je sais pas si peut-être ça peut être un déclencheur. lien direct. Je serais intéressé, mais je Je ne pense connais qu'on pas. rentre dans un truc trop complexe. Il faudrait inviter un endocrinien pour qu'il nous Ouais, parle de exactement. Parce que ça. là, je Mm. me sens pas. S'il y a un lien avec l'ostéoporose, par contre, je serais content de l'apprendre. Je ne le connais pas, donc voilà. Ok, Par Je contre, pense que c'était juste ça pour peut être avoir une créé idée. par un chute de taux d'oestrogène et c'est ça qui pourrait créer de l'ostéoporose potentiellement. On avait reçu le docteur Mouli qui nous avait parlé de la ménopause et de quelles étaient les conséquences de la ménopause. Donc la ménopause, c'est une chute du taux d'œstrogène et ou de progestérone. Et le fait qu'il y ait moins d'œstrogène circulant, ça crée cette baisse de densité osseuse, baisse d'élasticité des tissus. Donc voilà. Ça peut être une piste, on en parlera peut-être avec Eh un oui. autre invité. N'hésitez Ouais, pas ouais. d'ailleurs si vous connaissez un endocrino à nous proposer. C'est qu'on en a cherché un, on n'en a toujours pas eu, je crois, pour l'instant. Donc Et si vous êtes endocrino, venez, hein, mais Ouais, venez. envoyez-nous un message. Hein, eh oui. Vous envoyez-nous êtes un le message. bienvenu. Et sur tes recommandations, alors Jack, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander avec le gras? Parce que c'est vrai qu'on entend il y a du bon gras, du mauvais gras. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à nos auditeurs? Ouais. Donc, par rapport à ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les gens font dans leur quotidien. Parce qu'en fait, tu vois, il y a tout ce qui est théorique et tout, mais après, qu'est-ce que les gens font en vrai? On a besoin d'abord d'éviter au maximum les acides gras transformés par l'industrie. Ça, je pense qu'on le voit. Et en fait, hier, tu vois, j'ai juste donné une mini-conférence sur l'alimentation et quelqu'un qui me dit oui, et les graisses, on les choisit comment? Et je dis, vous voyez, la toute première chose dont on a parlé, c'est d'éviter les aliments ultra transformés. Et en fait, rien qu'en faisant ça, tout ton rapport à la qualité des graisses que tu vas manger va changer en fait. Parce que la plus grande source dans notre alimentation de mauvaises graisses, c'est ça. Ce sont les aliments ultra transformés. La deuxième chose qu'on va vouloir surveiller, ce sont les huiles riches en oméga 6 et aussi les huiles que l'on va brûler, quoi. Donc l'idée, c'est que en France, il y a quand même, je pense, une problématique qui est plus présente qu'en Belgique, parce que quand je pose la question ici, ça n'existe pas vraiment. Je pense que vous utilisez énormément l'huile de tournesol.
en tout cas dans les statistiques, parce que je suis allé voir ça à un moment donné, je voulais préparer une vidéo sur le sujet, etc. L'huile de tournesol est extrêmement, extrêmement utilisée en France et elle est quand même assez riche en oméga 6. Donc, ça peut avoir du sens de limiter de ce côté-là et de basculer vers de l'huile d'olive. En termes de recommandations, là où on va vouloir faire gaffe, en fait, c'est un peu à ce qu'on explique depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu limites les charcuteries, si tu limites les biscuits, les gâteaux industriels, le machin, etc., déjà là, tu fais quelque chose de très bien de ce côté. Après, en termes de qualité de graisse, je reviens là-dessus. Il semblerait quand même que les graisses des produits laitiers, pour beaucoup de gens, soient très favorables, pour d'autres un peu moins. L'huile d'olive, ça a l'air d'être assez unanime sur le fait que l'huile d'olive de bonne qualité est plutôt un net bénéfice pour la santé. Les avocats, c'est pareil. Après, il y a d'autres considérations avec les avocats, mais pareil, ça a l'air d'être un net positif assez clair pour la santé. Et par rapport aux noix, par contre, c'est moins évident. C'est moins évident parce que, de nouveau, les graisses des noix viennent attacher avec d'autres choses, comme des antinutriments, comme des oxalates, etc. Et là, ça devient de la préférence personnelle et ça devient également de la capacité à tolérer ces sources-là. Et en termes de quantité, ça serait quoi? Je fais ma vinaigrette, du coup, tu nous as fait ce petit trait là qui avait l'air sympa, mais un peu généreux. Ouais. Tu conseilles quoi? Une petite cuillère à café, une cuillère à soupe? Comme tu vois, juste pour la salade, Ouais, notamment, ça peut être intéressant bien pour sûr, les bien sûr, auditeurs. bien sûr. Alors, quand je coach des gens là-dessus, je leur explique toujours ce principe des vases communicants. C'est-à-dire que si tu manges dans ta source de protéines principale dans ce repas-là, c'est du blanc de poulet. Il n'y a pas d'autre source de protéines, tu vas avoir extrêmement peu de matière grasse. Tu peux clairement te permettre de mettre une deuxième cuillère si tu as envie d'huile d'olive peut-être. Si maintenant tu t'envoies une entrecôte de 300 grammes dans laquelle il y a déjà 50-60 grammes de lipides, j'ai envie de te dire que ta vinaigrette, ce serait même mieux qu'elle soit sans huile. Tu vois? Et donc tu peux faire une moutarde, tu peux faire comme moi je fais très souvent une vinaigrette à base de moutarde. Tu vois, pour peu que tu la tolères bien, moi je fais des vinaigrettes parfois sans matière grasse en fait, pour équilibrer, tu vois. La deuxième chose, Excuse-moi, tu remplaces par de l'eau, l'huile d'olive? Ou pas du tout? non, en fait je mets simplement par exemple un vinaigre de cidre de pomme, Mmh. un peu de moutarde, et puis éventuellement, je sais pas moi, un tout petit peu de miel ou un tout petit peu de vinaigre balsamique pour donner le côté un peu sucré qui vient contrebalancer l'acidité, c'est très sympa. Et je mange ça tel quel en fait sur une salade. Parfois aussi, ce que je fais qui est très très bon, très sous-estimé, c'est de mettre un jaune d'œuf dedans. Ça, c'est vraiment très très bon parce que ça vient donner ce côté un peu, tu vois, un peu crémeux, un peu agréable. Et on a quand même un peu moins de lipides que quand on s'envoie 2 cuillères d'huile d'olive. Donc, l'idée, c'est que c'est difficile de donner une recommandation absolue, mais on va être vraiment dans une logique de est-ce que je mange beaucoup de glucides ou pas? Parce qu'il est évident que, on va dire puisqu'on parlait des protéines depuis tout à l'heure, on va dire qu'on est à protéines équivalentes pour tout le monde. Si j'ai un régime très haut en glucides, forcément, je dois un peu faire gaffe à mes lipides. Et si j'ai un régime très bas en glucides, je peux me permettre plus de lipides, évidemment. Par contre, ce n'est pas du 1 pour 1. Je vous rappelle juste qu'en termes de calories, on est sur fois 2,25. Donc forcément, en termes de quantité, je ne peux pas remplacer 100 grammes de glucides par 100 grammes de lipides. Enfin, je peux, mais ça va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories d'un coup. Il faut quand même juste le considérer. Alors, tu me demandais par exemple, comment moi je fais. C'est-à-dire que, en fait, comme je te dis, je vais toujours équilibrer. Donc, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai mangé un avocat entier. Je n'ai pas ajouté d'une cuillère d'huile d'olive sur ma salade. Tu vois, j'ai juste mangé mon avocat comme source de graisse avec mon poisson gras et mes légumes. Je n'ai pas ajouté de l'huile. VS, le jour où je te donne un exemple avec un poisson maigre, je sais pas, moi je prends du thon. Là, je vais mettre mon huile d'olive en plus, même si j'ai déjà l'avocat. Tu vois, je vais jouer en fait comme ça. Et l'idée, c'est d'éviter de ne pas en avoir assez, de toute évidence, mais également éviter l'excès. À tous les repas, tu conseillerais quand même, enfin tous les repas, si on reste sur le midi et le soir, tu conseillerais quand même d'avoir un petit apport en lipides? Ah oui, absolument, absolument. Pour moi, en fait, le seul repas où tu manges pas de lipides, c'est celui qui est très, très, très proche de l'entraînement. Parce qu'en fait, et encore, tout dépend de l'entraînement. Mais si on parle d'entraînement à haute intensité, je pense que les lipides à ce moment-là, c'est pas ouf pour la digestion, pour la récupération. La plupart du temps, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Par contre, pour la basse intensité, on voit qu'il y a plein de gens qui fonctionnent sur les lipides et ça marche très bien. Et juste, tu en as parlé un Même petit des peu. fibres Ah, pardon. avant un entraînement de haute intensité. Bien sûr. Trop de fibres, trop de crudité, le truc qui va te faire gonfler le bide.
Et même trop de protéines, c'est pareil, tu vois. Finalement, oui. tu vas te retrouver. Trop Pour moi, gros glucides. volume. Ouais, c'est glucides, digeste, et voilà. Je t'écoute. T'en as parlé un petit peu avec les sardines. Tu parlais de l'huile des sardines. Il fallait faire attention, justement. Ça serait quoi tes recommandations pour une bonne huile sans forcément rentrer trop dans le détail? Mais quand tu choisis une huile, notamment une huile d'olive, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander? En fait, c'est très compliqué parce que on n'est pas toujours sûr de ce que l'industrie fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais compte tenu d'aller au supermarché, ce que tu peux faire, c'est prendre une olive bio d'origine unique. Voilà, ça, c'est les deux choses que tu peux faire qui sont quand même des critères supérieurs, on va dire, à d'autres. Donc, une huile d'olive bio, vierge extra, mais bio, vierge extra, en général, ça suit, et d'origine unique. À un moment donné, je faisais pas trop attention. Moi, tu sais, j'allais dans un supermarché qui est près de chez moi et puis je prenais l'huile et puis je vois origine européenne et non européenne. Donc, par définition, c'est des huiles qui sont coupées entre elles, machin, etc. Et déjà, ça veut dire que tu es beaucoup moins sûr de la qualité et puis tu es moins sûr du process. Parce que comment est-ce qu'elles sont mises ensemble? Enfin, tu vois, voilà. Donc, bio, vierge extra, d'origine unique. Le top du top, c'est si tu connais tu sais, j'ai un cousin, il a des oliviers chez lui dans le sud de l'Italie, là, tu vois, et il fait sa propre huile avec ses mains. Ça, c'est magnifique, évidemment, parce que là, tu as quand même encore plus de penser que ça peut être bon pour la Mais santé. Jack, Ouais, t'as pas besoin d'aller en Italie, hein. Moi, je suis dans le sud de la France avec Pams et tout le monde fait l'huile d'olive ici. Donc, et ben voilà. Donc ça, c'est on absolument aime bien les magnifique, Italiens, évidemment. Mais oui, mais on est bien d'accord. Alors, c'est juste que tu sais, il faut prendre le prisme, les gars. Vous vivez là. Moi, je suis en oui. Belgique, dans le nord. Donc, les oliviers, ils ont aucune chance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par contre, chez moi, il y a beaucoup d'Italiens. Et donc, on a de l'huile d'olive importée très facilement. Sinon, vous le savez aussi, Féroce fait une très, très bonne huile de très haute qualité. Et là, alors, il faut quand même parler de la conservation. Juste conservez votre huile dans un récipient opaque, hermétique. Et si vous voulez être certain, vous pouvez même la mettre au frigo, mais du coup, ça à verser, c'est pas très cool, mais c'est assez sympa à tartiner par contre. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais tartiner l'huile Ah non. d'olive, moi je trouve ça très très bon. C'est vraiment très très bon. Donc tu la mets dans un bocal au frigo, ça devient un peu comme un espèce de beurre facile à tartiner, tu vois. Et c'est vraiment très très bon. Et en fait, tu parles de l'oxydation en fait de l'huile. C'est ça le problème de l'huile qu'on achète ou le cadeau qu'on a et qui traîne pendant un an dans les placards. Et en fait, l'huile s'est oxydée. Et si vous achetez par exemple de l'huile de noix, là, ça se conserve finalement très très peu. En fait, toutes ces huiles, c'est ça le problème. Je ne consomme plus d'huile de lin à cause de ça, parce qu'en fait, elle a une comment on dit, shelf life, une durée de vie, on va dire, Oui. en fait, qui est tellement courte que limite, tu dois boire la bouteille en 3 jours, tu vois. Alors même s'ils font des toutes petites, d'ailleurs, tu remarqueras, ils font des toutes petites bouteilles, même ça, moi, je peux pas me l'enfiler dans la semaine, quoi. Et en fait, après, oui, elle est oxydée, et donc c'est beaucoup moins intéressant. L'huile d'olive, par contre, bien conservée, se conserve quand même beaucoup plus longtemps. Parce que finalement, le bénéfice d'avoir une huile de bonne qualité, mais oxydée, là, du coup, ça devient plus néfaste qu'autre chose. C'est ça. C'est ça. Parce que vous avez, je crois que vous avez des dérivés oxydatifs qui sont présents dans l'huile et votre corps travaille plus pour se désintoxiquer. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, même si vous achetez de l'huile avec beaucoup d'oméga 3 dedans et qu'elle est oxydée, il y a plus C'est d'oméga pire. 3 dedans. Et- Ils sont partis. Et c'est une des craintes avec les compléments aussi alimentaires en oméga 3, qui en fait justement, les oméga 3 sont tellement fragiles que tu as intérêt à être certain de la qualité des compléments alimentaires que tu vas prendre de ce côté. C'est le Totox Oui, qu'il faut vérifier qu'il soit c'est ça. inférieur à 10. L'indice Totox. Mais bon, idéalement, encore Et inférieur. comme vous avez plug, Encore comme vous inférieur. avez parlé de Féroce, là je me permets de parler d'Unae du coup, parce que c'est l'indice Totox le plus bas qu'on ait trouvé. Et après, il y en a d'autres qui le font très bien, donc je ne suis pas en train de dire que ce sont les seuls, mais juste comme tu l'as dit, lisez, parce que je pense que maintenant c'est une mention obligatoire, donc lisez sur cet indice Totox quand vous commandez des oméga 3 ou quand vous allez les acheter n'importe où, mais faites gaffe. Et petite parenthèse pour la vitamine D, je me permets, un petit plug aussi. Là, il y a plein de gens maintenant qui font des bonnes vitamines D dans des huiles de colza bio, etc. Tip top. Je suis allé à la pharmacie l'autre jour en fait, et ils faisaient une promo sur la vitamine D. Et je me suis juste dit, je vais regarder, tu vois, juste pour voir comment c'est dosé et tout. Premier ingrédient, huile d'olive raffinée. Genre, voilà.
c'est bon, c'est game. Donc tu commences. Premier ingrédient, déjà, tu es avec de l'huile d'olive raffinée. Et donc, tu vois, tu parlais du net bénéfice. Bah là, est-ce que je veux prendre la vitamine D au prix d'avoir de l'huile raffinée tu vois, dans mon alimentation, quoi. Donc, juste essayez au maximum de vous informer un petit peu. Et franchement, les gars, maintenant avec l'IA, c'est pas compliqué de dire c'est ça les ingrédients. Est-ce que c'est bon pour ma santé ou pas, tu vois. C'est quand même, là, franchement, tu as des réponses qui sont plutôt cohérentes la plupart du temps maintenant. Au moins, tu peux avoir une idée. C'est vrai que nous, on est méditerranéens, Jack. Quel intérêt il y aurait? Est-ce que je peux rester juste à mon huile d'olive ou est-ce qu'il y a quand même un intérêt à diversifier les différents types d'huile? Pour moi, tu peux vraiment rester à l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que les autres acides gras, tu vas les avoir dans ton alimentation. Je ne vois pas l'intérêt, à l'heure actuelle, de complémenter. Alors, parce que vous allez avoir quoi comme huile sinon? À quoi est-ce que tu penses, par exemple? Huile de coco. Ben, ok, l'huile de coco. Pour la cuisson, Jack, il faut qu'on parle de la cuisson. Alors là, Tu c'est pas cuis pareil. comment? Alors, c'est Comment plus est-ce que la même tu cuis ta discussion. fricadelle, là? Ok, alors très bonne remarque. Je vais t'expliquer. Mais la fricadelle, les gars, Ça c'est lui a un rêve. plu, ça lui Si a je plu. descends vous voir, je vous en amène. Euh, je pense que la question n'était pas pour la cuisson, c'était plutôt pour complémenter, pour avoir nos acides gras. Et pour avoir le spectre, entre guillemets, d'acides gras, pour moi, avec de l'huile d'olive et des protéines animales, tu as tout ce qu'il te faut, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'huile de lin, de l'huile de noix, de l'huile de, etc., etc. Ok. Ça, c'est le postulat. Et franchement, les gars, j'ai cherché. Si quelqu'un a un autre point de vue avec un peu des trucs que je peux lire, surtout dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. Mais j'ai cherché, j'arrive pas à trouver le net bénéfice. Et surtout le coût. Bah Faut là, parler. tu parlais de l'huile de lin et de l'huile de noix, par exemple, ça décolle. Hein. Il n'y a pas d'indice d'oxydation sur la bouteille, donc on ne sait pas s'il y a encore une qualité en termes d'oméga 3 qui est présente. Mhm. Il faut la consommer, il ne faut pas la chauffer, donc c'est que consommer en salade. Ouais. Et puis franchement, ça coûte cher la bouteille. Hein. Et puis, si je peux me permettre, vous savez que moi, j'ai un filtre dans lequel je passe les informations. Est-ce que c'est cohérent avec notre évolution? Et là, en fait, expliquez-moi dans quel monde on a besoin d'huile de colza ou d'huile de noix, etc., etc., à partir du moment où on peut trouver ce type d'acide gras dans des aliments qu'on a. Parce qu'on va me dire, oui, mais c'est pas cohérent non plus de prendre de la vitamine D. Ouais, sauf que maintenant, moi, je vis en Belgique et que je peux te dire que plein de mois de l'année, il y a juste pas de soleil du tout. Et que l'autre, bah, maintenant, on a un mode de vie où on est énormément à l'intérieur. Donc là, je vois l'intérêt de la vitamine D. Parce que notre mode de vie a changé. Dans le cas de l'huile de noix, etc., ce sont des acides gras qu'on peut avoir autrement. Donc, je ne vois pas un intérêt extrêmement spécifique à ça. Tu parlais de la cuisson. Le tout est de savoir si tu veux cuire à haute température ou pas. Parce que, alors, de nouveau, ça va être bien controversé. Je suis très content parce que s'il y a besoin d'une étude, j'en ai une. Mais voilà. J'ai cherché pour les températures de cuisson, tu sais. Parce que oui, l'huile d'olive, c'est 160, 170, 180, t'entends de tout. Ah non, c'est mort, hein, l'huile d'olive. Alors voilà. Donc moi, j'ai point de trouvé. fumée. Voilà. Donc l'étude que j'ai trouvée, franchement, je te l'envoie. C'est avec ton troisième œil que tu l'as trouvé ou c'est... Tiens, il y a un truc un peu connu qui s'appelle PubMed. T'as déjà entendu parler? Je suis sûr que t'en lis plus que moi. Jamais, je connais pas. Il y a, ils avaient fait les tests et en fait, ils avaient vu, et j'insiste parce qu'eux insistent énormément dedans, ils disent l'huile d'olive vierge extra. En fait, elle tient beaucoup mieux la chaleur que ce qu'on pense. Et là, ils expliquaient qu'à partir de 200 degrés, c'est le seul moment où elle commençait à s'oxyder et qu'en plus, le processus prenait plusieurs minutes. Donc, ça veut dire que là, il faut vraiment faire chauffer ton huile fort et longtemps. Par contre, tu mets l'huile sur ta poêle chaude, trop chaude, et elle sent mauvais, en général, c'est pas très bon signe. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'utilise l'huile d'olive pour cuire. Par contre, je ne cuis jamais fort à l'huile d'olive. Je vais rien frire, je ne vais rien. D'accord? Je suis vraiment prudent avec ça. Le beurre, c'est encore pire. C'est bien plus tôt encore. Pour cuire à haute température, l'huile de coco. T'es sûr de pour l'huile d'olive, tu m'apprends quelque chose. Ouais. Et donc je regarderai, je recouperai les infos. Yes. Mais pour le beurre, pour moi, le point de fumée, il était plus haut justement. Alors, et le ghee, c'était magnifique. C'est ça. Le ghee, donc le beurre clarifié. Ce que j'ai trouvé moi, c'est 250. Donc là, tu peux franchement y aller parce que même les frites belges, on les cuit pas à cette température-là. On utilise aussi l'huile de coco, évidemment.
Et en Belgique, et c'est pour ça que nos frites sont absolument excellentes, on les cuit dans le blanc de bœuf. Donc, dans la graisse de Il fait bœuf. du lobbying. Il faut Tu du le vois ou lobbying pas pour les Belges. On les cuit dans la graisse de bœuf, donc le suif ou chez nous ce qu'on appelle le blanc de bœuf, qui est en fait la même chose mais qui est filtré. Et donc ça par contre ça tient très très bien à haute température effectivement. Maintenant la question c'est est-ce que tu veux avoir tous ces acides gras saturés ou pas? On en revient tu sais à cette discussion dont on parlait un petit peu plus tôt, où moi je dois être prudent avec ça et donc j'en mange mais juste avec modération. Et pour ma part, ça n'engage que moi. Je préfère avoir mes acides gras saturés dans une bonne entrecôte de haute qualité que de les mettre dans ma cuisson. Ok, ça c'est mon choix à moi. Ou éventuellement, je vais prendre un truc plus maigre et je vais faire fondre le beurre après plutôt que de le mettre dans ma cuisson. Le beurre, le point de, tu sais, le moment où il commence à être brun là, et puis après il devient noir, il brûle et il sent pas très bon. Selon mes recherches de nouveau, c'est plus bas que l'huile d'olive. Ok, on peut vérifier ensemble, mais c'est plus bas que l'huile d'olive. Tu sais, c'est le point de fumée. Mais il y a des tableaux comme ça qui récapitulent les points de fumée. Tout à fait. Alors, j'ai le souvenir de 130 degrés pour moi, mais je vais vérifier ici. Je suis désolé, je pense que c'est faux. Pas de problème. Je me mouille. Alors, sur l'association belge du diabète, le point de fumée du beurre est faible entre 120 et 150 degrés. Ok. Parce que ma mère, quand elle met du beurre, elle rajoute toujours un petit peu d'huile pour justement... ce qu'il faudrait voir, c'est parce qu'en fait, dedans, il y a un tout petit peu de caséine et de lactose dans le beurre, pas beaucoup. Et je pense que c'est ça qui brûle. Et c'est pour ça que quand on clarifie et qu'on obtient du ghee, là, ça... Parce que par contre, le ghee, c'est à combien? C'est à 250? Ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que moi j'avais trouvé, ouais. Oui, c'était un des plus hauts, hein, avec l'huile de coco, que c'était très bon. Absolument. Okay. Ici, tu vois, pour contredire ce que je dis, la nutrition.fr, par contre, c'est un article de 2009. Donc, bon, voilà. Et des Français. C'est surtout ça. 177. Donc là, on est quand même beaucoup plus haut. Et sinon, je retrouve sur tous les autres sites 120, 130, etc. Écoute, si quelqu'un a une meilleure data, moi, de nouveau, je suis tout à fait pour le fait d'apprendre quelque chose. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contredire. En tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que si je mets la poêle sur 5 avec le beurre ou l'huile d'olive, il y en a un qui brûle et l'autre pas. Ça, je peux te dire. T'as raison, c'est 150 pour le beurre classique. Clarifié, 200, 250. C'est ça. Donc, voilà, pour parler de la cuisson, clairement, et alors ne faites jamais chauffer les huiles riches en oméga 3. Donc, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza, jamais chauffer, même pas du tout, c'est beaucoup trop fragile, évidemment. Voilà. Bah, nickel. Je pense que sur cette partie sur les lipides, est-ce que tu as un dernier mot, Pierrot, à rajouter? Non, mais c'était très clair, plein de bon sens au final. Et on n'a pas vu les méthodes d'extraction de l'huile de colza et l'huile de tournesol, que finalement c'était catastrophique, qu'il y avait sûrement, c'était pas de la première pression à froid comme de l'huile d'olive, d'où aussi la différence. Ces extractions avec des esters. Des esters, je pense. Ouais, c'est ça. Alors moi, le processus chimique, je connais pas suffisamment que pour me prononcer, mais effectivement. Un des trucs sur lesquels, par exemple, l'huile de colza est très controversée en Amérique du Nord, c'est parce que chez eux, elle est d'office raffinée. Et donc forcément, voilà. Par contre, ici, tu trouves en tout cas, nous, on trouve de l'huile de colza bio, première pression à froid, etc., faite localement, en fait. Je reviens là-dessus. Est-ce que c'est vraiment net bénéfique? On va te dire que c'est les oméga 3. Oui, ce sont des oméga 3 végétaux. Tu as besoin de DHA et d'EPA. Ça se bah, voilà. Je suis pas... En tout cas, de nouveau... Conversion, c'est 1-2%. Hein. Donc c'est ce que j'allais dire. Faible, moi, j'ai trouvé moins de 5% de conversion. Donc, c'est absolument ridicule. Ouais, c'est ça. Donc, les gens qui pensent qu'ils vont obtenir de l'EPA et du DHA à partir de l'huile de colza, ben, c'est plus une légende qu'autre chose, quoi. Donc, si t'aimes ça, pourquoi pas? Pardon? Buvez la bouteille. Si vous voulez vos apports. En avoir assez. C'est ça. Mais oui, mais c'est énorme les quantités. Après, si tu aimes bien ça, voilà, pourquoi pas, mais je redis, je pense pas que ce soit un net bénéfique. Va chercher des jaunes d'œufs bleu blanc cœur, va chercher de la viande chez Féroce, enfin, mets ton argent ailleurs. Voilà, donc 1000% dit non à l'huile de colza. Voilà. Allez, c'est clôturé. Mais on a parlé des lipides, maintenant on va parler peut-être un peu encore plus clivant, je pense que les lipides, ça va être les glucides, hein, c'est ça qu'on
on entend beaucoup de choses. Pour certains, ils sont à éviter absolument. Pour d'autres, ils sont carrément essentiels pour les sportifs, notamment pour les sportifs d'endurance. Qu'est-ce qu'on fait, Jack? Qu'est-ce qu'on comprend? Où on se situe? Est-ce que déjà est-ce qu'on différencie plusieurs types de personnes? Peut-être déjà avant toute chose, le sédentaire, le sportif de force, le Tout à fait. sportif d'endurance. Est-ce Tout à qu'on peut fait. mettre déjà ces 3 types de personnes? Oui. Alors déjà, on peut faire ça. Et puis, on peut faire quand même un truc à l'échelle de la population. C'est que vous et moi, on est dans un monde de gens qui font attention à leur santé. Je pense que, pas vos patients, mais vous entre vous, les gens à qui vous parlez dans votre podcast, etc. Et donc, pour nous, ça semble évident de ne pas se charger aux glucides, aux gâteaux et toute la journée. Mais à l'échelle de la population, en fait, c'est la discussion que j'ai avec le docteur Mouton. Parce que je disais, oui, mais quand même, le high carb, low fat, machin, low carb, high fat. Il me dit, de toute façon, à l'échelle de la population, est-ce qu'on peut être d'accord que tout le monde mange un peu trop de glucides? Ben là, je dis ça, c'est évident. Je veux dire, c'est évident. Quand tu regardes l'humain moyen en France et en Belgique en 2025, de toute évidence, on a intérêt à manger moins de glucides. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut poser là. C'est clair. Par contre, évidemment, il y a des différences énormes. D'abord, en fonction de ta capacité à digérer ces glucides. 2, ta sensibilité ou non à l'insuline. Et puis, évidemment, à ta pratique sportive. Ça, c'est très, très clair. Donc, je prenais cet exemple-là et on a parlé de ça avec Anthony Berthoud quand il est venu dans mon podcast. Et j'en ai encore parlé hier. Je dis, à poids équivalent, quelqu'un qui a plus ou moins de masse maigre, donc plus ou moins de masse grasse par définition, eh bien, ces deux personnes ne vont pas tolérer les glucides de la même manière. Quelqu'un qui a plus de masse musculaire et qui va se mettre en mouvement va beaucoup mieux gérer sa glycémie et donc les glucides qu'il va absorber et donc sa glycémie grâce à cette masse musculaire qui va utiliser ce glucose. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel on peut avoir un impact direct sur la santé des gens. Tu sais, il y a quand même beaucoup de problèmes de santé qui seraient limités si on avait un meilleur rapport entre les calories qui rentrent et qui sortent et une meilleure gestion de notre glycémie. On peut quand même imaginer que si on faisait les deux en même temps, on aiderait énormément de gens. Et donc, pour contrôler cette glycémie, une des premières choses qu'on peut faire, c'est ajouter de la masse musculaire et bien sûr de l'activité physique. Alors après, tu me parlais de différencier sédentaire, sportif de force et ou d'intensité et sportif d'endurance. Et là, je pense que le débat fait rage parce que pour avoir vu récemment justement un podcast sur le sujet, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je vais te dire ce que j'ai pu voir sur le terrain avec des exemples d'un côté comme de l'autre. Le truc, c'est que si tu n'es pas adapté aux glucides ou aux lipides et que tu essayes de basculer d'un coup de l'autre côté, ça va être extrêmement compliqué. Donc ça veut dire que le mec qui est habitué à faire ses efforts aux glucides, tu lui dis maintenant on va le faire en mode cétogène, tu vas partir avec des noix et de l'huile d'avocat, ça va pas du tout marcher pour lui. Mais l'inverse est vrai également. Quelqu'un qui est totalement aux lipides, à qui tu dis maintenant on va faire de l'effort full glucides, ça peut être compliqué à gérer. Ça peut être compliqué à gérer au niveau digestif, parfois même au niveau de l'anxiété, etc. Donc tu parlais des glucides. Comment est-ce qu'on va choisir? Pour moi, ça dépend 1 de ta préférence personnelle, 2 de ta capacité à dealer avec ces glucides et 3 de ton activité physique. Pas dans cet ordre, juste ces 3 points-là qu'on va devoir considérer. Ok, on va rentrer dans le détail. Alors, excuse-moi, je crois que Yes. tu n'avais pas fini. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, moi, je vais partir un petit peu dans mon cas personnel. Mhm. C'est dur de se placer. Je fais des sports d'endurance. On entend, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. On entend qu'à l'effort, on peut consommer des glucides et qu'on n'a pas forcément de réaction au niveau de l'insuline. Mhm. Par contre, c'est vachement décrié. Certains, justement, critiquent un petit peu le fait qu'il y ait chercher à apporter des glucides après l'effort pour recharger les stocks de glycogène et que ça pourrait limite être trop au quotidien si régulièrement je fais des efforts. Et en même temps, on nous dit que plus on fait de sport d'endurance, plus on va avoir une capacité à pas forcément avoir de problème avec l'insuline. Donc, tu vois, c'est dur. D'un côté, on se dit, je suis intouchable. De l'autre, on entend, au final, je consomme peut-être trop de glucides après l'entraînement. Et on ne sait pas trop où se placer.
où est la vérité? Est-ce qu'elle est un petit peu entre les deux? Est-ce qu'il faudrait trouver une balance où à l'entraînement, je consomme peut-être peu de glucides et en compétition, je peux y aller? Mais mes repas justement d'après-entraînement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment obligé d'aller consommer ces glucides-là? Est-ce qu'ils Mm. sont vraiment essentiels? Est-ce qu'en fait, je ne vais pas plus chercher de la performance et au détriment un peu de ma santé? Où Mhm. est la balance entre les deux? Ouais. C'est dur, hein, je suis désolé. Ouais, c'est dur. Et c'est dur et surtout, c'est extrêmement, extrêmement important de personnaliser en fait. C'est quand même très difficile de faire une vérité absolue. Alors, d'abord, la première chose que je veux placer là, c'est que moi, je fais pas des sports d'endurance, je fais des sports plutôt de résistance et de haute intensité. Et que là, par contre, pour un, l'avoir testé personnellement et deux, l'avoir vu chez beaucoup de gens qui ont essayé, ces sports de haute intensité fonctionnent quand même beaucoup mieux avec des glucides. Pour avoir essayé en low carb, pour avoir essayé en cétogène, tu vois quand même bien que l'apport de glucides autour de l'entraînement, et pour ma part, je dirais même avant et pendant plus qu'après, avant et pendant, on a des résultats supérieurs à l'effort. À l'inverse, tu peux voir que sur les sports de force, etc., en fait, tu as des études qui vont sur cette idée d'apporter des glucides en plus, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'à calories équivalentes, en fait, il n'y a pas de différence radicale quand on met plus ou moins de glucides. Par contre, il y a aussi cette perception, tu sais, cette habitude. Enfin, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, mais je sais que moi, quand je suis habitué à manger des glucides avant, pendant mon entraînement, autour, etc., ben, j'ai envie, tu vois. J'ai envie d'avoir ce fruit, ce miel, tu vois, ce truc un peu aussi stimulant, agréable à manger, etc. Parce qu'en plus, moi, j'en mange très peu en dehors. Et donc, forcément, tu as aussi un peu ce plaisir-là. Alors, par rapport à ce que tu dis avec le quand, comment, le combien, etc., il y a un truc qui semble évident. C'est que les glucides aident à la performance sportive. Je pense que ça ne veut pas dire que c'est impossible sans, ça veut juste dire que, tu vois, c'est l'histoire de la viande un peu, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est impossible sans, mais on a quand même l'impression que c'est plus facile avec. Je pense que ça, on est quand même assez tous d'accord. Le problème, ce serait la dérive, d'abord avec l'excès, pendant, mais aussi après. Parce que tu vas te retrouver avec des gens, et ça, moi, j'en récupère pas mal dans les salles de sport que j'ai. C'est des anciens sportifs, en fait, qui ont fait beaucoup de sport, qui ont pris des habitudes alimentaires, qui maintenant font beaucoup moins de sport et ont gardé ces habitudes alimentaires. Et ça, par contre, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu t'es Ouais, bien habitué à sûr. manger du 3, 4, 5 grammes de glucides par jour, mais que maintenant tu es sédentaire full rack, ça peut devenir compliqué à gérer. Autant en termes de digestion, d'anxiété, bien sûr d'insuline. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est à quel point est-ce que ces glucides que tu vas prendre pour soutenir ta performance sportive ne vont pas créer chez toi soit des habitudes, soit des dépendances. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je parle de Ouais, bien sûr. dépendance, on n'est pas sur une dépendance physique où tu vas avoir tu sais, un sevrage et tout, mais on voit bien cette dépendance un peu psychologique, un peu cette habitude des glucides. Tu vois, une question simple, après je sais pas si tu auras la réponse, si tu as de la data sur ça, mais est-ce que lors d'une séance de musculation, on va vraiment vider nos stocks de glycogène musculaire par rapport à ce qu'on va faire, tu vois, sur de l'endurance? Autant avoir des glucides autour de l'entraînement pour avoir un peu d'énergie avant une séance de renfo, ça peut avoir du sens. Autant la recharge glucidique pour un sport de force après, elle a pas, pour moi, elle a moins de sens. Après, peut-être que je me trompe, donc c'est Non, non, je suis tout déjà à fait avoir d'accord ton avec toi. avis sur ça. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Heu, D'ailleurs, c'est assez amusant de voir à quel point les gens surestiment leurs dépenses énergétiques à l'entraînement. C'est assez amusant de voir ça, où en fait, ils sont fatigués et du coup, ils se disent: «Tu vois, j'ai brûlé plein de calories». Alors, je t'explique qu'en fait, là, tu as fait, 8 fois, par exemple, tu as fait un 8 fois 8 au back squat. Alors par contre, tu vas être épuisé après ton 8 fois 8, on est bien d'accord? En termes de calories dépensées, c'est vraiment que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, tu as fait un Ouais. workout de CrossFit de 6 minutes. Alors, OK, c'est cool, tu as afterburn, machin. OK, mais soyons clairs, tu pas dépensé tes 400 grammes de glycogène musculaire, tu vois? À un moment donné, Ouais, on bien n'en est sûr. pas là. Donc non, ta recharge glucidique, elle a pas de sens. Mais alors, tu as 100% raison sur ce que tu dis, hein, et en surestime complet. Et souvent, je pense qu'on serait très déçu de voir la quantité de calories qui est dépensée sur des efforts lourds, encore Très plus en musculation, sur du polyarticulaire, c'est ridicule. Mais complètement. qu'est-ce que tu penses du coup de la prise de glucides en intra-entraînement? Parce que par exemple, au bout de allez, 45 minutes,
45 minutes d'effort plutôt intensif en renforcement musculaire, de venir mettre des glucides en intra-entraînement, ça fait vraiment sens pour quand même garder cette espèce de lucidité et cette énergie. On n'a pas vidé les stocks, mais les glucides circulants sont quand même... Il y a moins de glucides circulants et il y a une espèce d'hypoglycémie silencieuse un peu, tu vois. Complètement. Si tu permets, je vais prendre 2 points de vue différents et t'expliquer pourquoi je pense que les 2 sont importants. La première chose, c'est que je valide totalement ce que tu viens de dire, particulièrement pour les efforts longs. Quand les gens ici à la salle me disent oui, mais qu'est-ce que je dois manger, machin, je dis est-ce que tu manges avant de venir déjà? Est-ce que tu vois, par exemple, tu as des gens, ils viennent à 9 du mat et ils prennent pas de petit déj. Ok, donc là déjà la première chose, c'est qu'on va prendre des glucides avec soi parce qu'à un moment donné, ça va devenir compliqué avec la haute intensité. Si tu as pris un repas, j'invente, à 16h, tu as pris une bonne collation, tu vas t'entraîner à 17, je pense pas que tu auras besoin de manger une banane au milieu de l'entraînement. Ok, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que si maintenant tu te claques 1h30 d'entraînement, 2 heures d'entraînement, là pour moi c'est même plus une question. Tu dois prendre des glucides au milieu si tu veux maintenir de l'intensité et de la qualité. Ok, ça c'est le point de vue. L'intensité sur 1h30 d'entraînement, il n'y a pas beaucoup qui mettent de l'intensité. Hein. Attention, je vais corriger. Sur 1h30 d'entraînement, ce que tu peux faire, c'est mettre plusieurs plages d'intensité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas être intense 1h30. Ça, c'est pas vrai. Moi, je l'ai fait au basket, des entraînements de 2 heures. Oui, mais qui est dur. C'est ça. Mais ce que tu peux faire, c'est mettre, tu sais, genre, tu vas faire une séquence de bench press très fort, tu vas te reposer un peu, tu vas venir, tu vas faire maintenant, je passe avec des tractions et du vélo, tu te reposes un peu, et tu peux faire 3-4 modules. Et ça, par contre, après 1 heure, ça devient difficile. Il faut être honnête, ça devient difficile de remettre cette intensité-là, même psychologiquement. Et donc, on sait que les glucides, ça peut donner un coup de fouet. Avec StrongFit, Julien Pinault, etc., on parle aussi du système nerveux, l'activation du système nerveux sympathique, ça peut aider, etc. Ok. De l'autre point de vue, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on ne soit pas dépendant de ça. C'est qu'on soit ponctuellement capable de faire un effort sans ces glucides. Peut-être qu'une fois, tu viens t'entraîner à jeun. Peut-être qu'une fois, tu t'entraînes et tu prends juste une banane. Peut-être qu'une fois, tu prends tes glucides juste au cas où. L'idée, en fait, c'est aussi cette flexibilité, tu vois. Moi, je pense qu'un humain, on aimerait bien que tout soit linéaire tout le temps. C'est vrai, parce que c'est plus simple, tu vois. Genre, je mange 2000 calories, machin, j'ai le même poids. La vraie vie, c'est pas ça. Et surtout, un jour, ce sera peut-être pas le cas. Tu vois, peut-être qu'un jour, tu sais pas, peut-être qu'un jour, tu seras pas prêt. Tu n'auras pas mangé, tu n'auras pas ceci, cela. Et pour X ou Y raison, tu devras fournir un vrai effort de 30 minutes. Si tu te retrouves dans cette situation et que tu l'as jamais fait, ça peut être compliqué. Et donc, j'aime cette idée aussi d'être adaptable. Et donc peut-être de faire des efforts parfois sans tes glucides. Si on parle de performance sportive pure et dure, pour moi, c'est évident qu'apporter ces glucides, c'est utile. Il faut de la flexibilité métabolique. Ouais, complètement. Et psychologique. Et maintenant, si on revient, je sais que c'est pas ta spécialité, mais je te pose quand même la question. Donc, que penser maintenant du sportif d'endurance qui, lui, a fait sa sortie de 1h30, peut-être 2 heures, qui a, allez, on va dire peut-être consommé un petit peu de glucides pendant ou pas, qui a sûrement bien affaibli ses réserves. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je suis vraiment obligé de consommer des glucides pour recharger mes stocks? Est-ce que ça, c'est une idée reçue? Est-ce que j'optimise par contre en faisant ça, mais est-ce que je peux le faire différemment? Voilà, donc si tu veux, ce que je vais te dire, c'est ce que moi j'ai trouvé dans les recherches. De nouveau, on va te dire que tu as trouvé autre chose, etc. Et je suis intéressé de voir. Qu'est-ce que tu vois? C'est que tant que tu as tes glucides sur 24, 48 heures, etc., en fait, tout va bien quand tu les prends. Il n'y a pas de différence radicale. OK? Par contre, si tu veux accélérer le processus parce que, par exemple, tu vas courir 1h30 le matin et à 16h, tu te tapes 1 heure de muscu, là, je te dirais qu'en sortant de ton 1h30 du matin, tu as tout intérêt à prendre des glucides rapidement. Tu vois la différence? Entre le mec qui va faire ses 2 heures le lundi et qui va recourir 2 heures le jeudi, j'ai envie de te dire, mais tout va bien, tu auras tes glucides sur tes 3 jours. Je veux dire, te mets pas un stress à devoir manger tes glucides dans la demi-heure. Ça, on ne voit pas de différence radicale. Si tu as 2 entraînements dans la journée ou si, excuse-moi, je termine juste parce que moi, ça m'arrivait quand j'allais au basket. Parfois, je m'entraînais tard le soir. On finissait à 22h. Et le lendemain, à 9h du matin, j'étais ici en train de faire du crossfit. Là, je peux te dire que je prenais des glucides à 22h, alors que je déteste prendre des glucides le soir. Mais juste, j'ai testé avec et sans, et je me sentais beaucoup mieux le lendemain à 9h si j'en avais pris. Pierre? Et oui, on a reçu Fabrice Kuhn qui nous a parlé de l'entraînement à glycogène bas
et de l'intérêt de faire ces entraînements-là. Donc, typiquement, mais je pense que Pam, tu t'en souviens très très bien de ce qu'il avait dit, mais c'est entraînement en fait où tu épuises une partie des réserves de glycogène sur un entraînement aérobique, hein, typiquement vélo. Le soir, pas de glucides. Et le lendemain matin, de nouveau un entraînement à glycogène bas. Et que ça, en fait, ça a apporté un énorme gain métabolique. Donc, on arrive à mieux utiliser les lipides sur cet entraînement-là. Et je pense que la recharge de glycogène, du coup, se fait beaucoup mieux sur le repas qui suit ce deuxième entraînement. Très intéressant. Je sais pas. Tu te souviens un peu de ce qu'il avait dit, Fabrice? En fait, tu as dû tester après, ça. lui, non, j'ai pas testé moi perso. C'est vrai que je pense que c'est vraiment de l'optimisation Oui, pour c'est certains. de la niche, mais c'est intéressant. Voilà. Et en fait, lui, ce qu'il conseillait, il y a deux possibilités. C'est soit de faire sa séance de fractionné, donc la veille au soir. Et le soir, c'est un repas pauvre en glucides, voire zéro glucides, juste riche en protéines. Et le lendemain matin, footing plutôt long, assez facile, hein, mais 1h30, 2 heures pour aller travailler justement avec ses réserves basses. Ou alors, on peut le faire sur la journée avec un matin fractionné. Et pareil, le midi, un repas protéiné sans glucides. Et le soir, une sortie plutôt assez longue. Et il recommandait quand même de prendre un petit gel si au cas où on avait un coup de moins bien. Et lui, il travaillait justement, il disait qu'il y avait une capacité à améliorer les stocks de glycogène en les épuisant et qu'on pouvait derrière avoir des adaptations qui se créent. Et moi, j'ai eu d'ailleurs Cyril Forestier la semaine dernière dans le podcast qui parlait qu'il y avait un gros lien, d'après les études qui sortaient, entre la disponibilité de glycogène, donc le remplissage ou non de glycogène, et la fatigue perçue. C'est-à-dire qu'en fait, plus vos stocks de glycogène vont être vidés, plus la fatigue va être importante sur le ressenti. Et c'était clair dans toutes les études. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que des fois, on pense en performance, mais voilà, où est la limite entre la performance et la santé? Et c'est un peu là que c'est toujours dur, même pour nos auditeurs et même pour moi, hein, avec tous les invités qu'on a eus. J'expérimente, je teste, je vois, je me sens bien, pas bien. C'est dur. Moi, en ce moment, j'essaie de baisser justement après mes entraînements les glucides. Je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Avant, je cherchais tout le temps à avoir un repas riche en glucides après mes entraînements. Là, maintenant, ça m'arrive des fois de ne pas en consommer et mon poids n'a pas bougé. Donc, voilà, j'essaie de surveiller quand même mon poids, de voir comment ça se passe. Après, voilà, franchement, c'est le ressenti de chacun. C'est difficile. Peut-être, est-ce que tu penses que se couper tu l'as dit, donc une nécessité de prendre des glucides si on veut re-enchaîner le lendemain. Et par contre, si on n'a pas un entraînement en endurance, mais si on a peut-être une muscu le lendemain, pas forcément recharger les glucides, est-ce que ça peut être une bonne idée? Limite, moi, c'est marrant parce que je te dirais presque l'inverse. C'est-à-dire que l'exemple que tu as donné, dis-moi si je l'ai bien compris. Tu vas faire par exemple ton fractionné, donc ta haute intensité, avec tes glucides. Tu recharges pas particulièrement et puis tu vas faire ton endurance. Et en fait, depuis le début, tu sais, je mentionne le fait qu'à haute intensité, c'est quand même difficile, c'est plus difficile sans glucides. Et tu vas voir par exemple que tu sais, les gens qui font des grosses performances en régime cétogène, bah, c'est rarement dans des sports de très très haute intensité. C'est souvent dans des trucs d'endurance, ultra-endurance, etc. Notamment, j'ai reçu Olivier Maria, c'était très sympa d'ailleurs, qui lui a fait donc des assez bonnes perfs, tu sais, marathon et tout machin, à jeun, full cétogène, tout le truc. Et pareil, tu vois, il expliquait quand même que quand il fallait vraiment monter le régime, bah, il était quand même content de temps en temps d'avoir un petit truc, tu vois, un petit truc glucidique et tout. VS en full basse intensité long, il pouvait tenir aux lipides 100%. Et juste pour donner un petit exemple en plus, tu sais, quand je t'ai dit que j'avais fait le carnivore, ça c'est vraiment le truc que j'ai senti le plus. C'est-à-dire que j'étais très capable de faire un effort tranquille, mais je sentais aucune différence limite. Quand il fallait aller sur le terrain de basket pendant 1h30, faire des intervalles, du sprint, arrêter, recommencer, après 45 minutes, 1 heure, c'était dur. Franchement, c'était dur. C'est pour ça, justement, quand tu commences par le fractionner quand tu as tes glucides, et après tu coupes tes glucides, et le soir, c'est une sortie lente à basse intensité. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Je sais pas si on s'est peut-être mal compris. Non, c'est parce qu'après, tu proposais d'aller faire de la muscu et de faire cette muscu sans recharger. Et moi, je te dirais que pour aller vraiment tabasser ta muscu, tout est question de savoir si tu veux tabasser ou pas. Mais si tu vas arracher ta muscu, j'ai envie de te dire, bah non, recharge justement.
Mais je pense que le sportif d'endurance, il se tabasse pas à la muscu. Il va plus à la muscu un peu en Très bonne reculant remarque. et il se dit, tu vois, je le fais parce que voilà, il faut que j'y aille, ça va me Oui, faire du bien, prévention des blessures. c'est Après, ça. si vous tabassez à la muscu, vous avez bien raison, il faut en faire aussi. De toute façon, voilà, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que pour la performance, il faut aller chercher des glucides. Mais si on est dans un objectif peut-être de santé, de stabilisation et juste prendre soin de soi sans aller très haut dans l'intensité, C'est ça. on n'en a peut-être pas forcément besoin. On est d'accord sur ce Je- principe-là? Ouais, moi j'ai une question aussi après. Vas-y, Pierre. Attention au Redes syndrome, hein, et ça touche un peu plus quand même les auditrices qui peuvent nous écouter. C'est un syndrome métabolique qui est lié à une carence énergétique et qui fait que des femmes qui font par exemple beaucoup de sport d'endurance et qui ont une haute consommation énergétique dans leur semaine ne rechargent pas suffisamment. Si vous voulez pas trop consommer de glucides, faites gaffe parce que vous exposez quand même à ça et donc potentiellement des retards de règles ou même des règles qui sont coupées, les troubles endocriniens, ça c'est pas possible, Intéressant. hein. Et Intéressant. ouais. RED syndrome, RED RED S syndrome. Ok. On invitera quelqu'un là d'ailleurs là-dessus, ça va être hyper intéressant. La question c'est, t'as une idée, Pams, de combien de glucides tu consommes par kilo de poids de corps, à peu près? Absolument aucune. Aucune. Franchement, moi, j'ai vraiment aucune idée À l'instinct, de. toi. Ouais, vraiment. Jamais trop pesé. En fait, juste, je me pèse à moi. Ouais. Déjà, c'est pas mal, j'essaye de me peser. Et je vois que mon poids c'est pas mal stabilisé ces derniers temps. Et Mhm. d'ailleurs, c'est étonnant parce que depuis que j'ai ralenti les glucides, en fait, je peux le raconter parce que c'est marrant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on travaille on fait un partenariat avec une marque qui s'appelle Lucie, qui analyse un petit peu nos analyses. C'est un bilan assez poussé quand même, nos analyses sanguines avec des marqueurs. Donc derrière, il vous donne un âge. Et en faisant cette prise de sang, je me suis rendu compte que j'avais 4,5 de triglycérides, alors qu'un an avant, j'avais 1,1. C'est-à-dire que là, j'étais vraiment dans la fourchette très très haute. Il fallait que j'aille voir un médecin, etc. J'ai dit, mais c'est pas possible, franchement. En fait, je me suis dit, mais T'étais c'est à à cause des. 1,1 et t'es à 0,45, c'est ça? Non, à 4,5. Ok. Donc fois 4 en l'espace d'un an. Ok. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Donc, en fait, je me dis, ben, c'est les glucides, j'en consomme trop vu que je fais des sports d'endurance. Donc, je refais une prise de sang contrôle et en fait, non, j'étais à 1,1. C'est comme l'année dernière, c'est juste que peut-être que j'étais pas à jeun, j'avais peut-être eu un repas trop important la veille des examens. Et donc, c'est vrai que ça m'a quand même fait pas mal cogiter. Donc, je me suis dit, je vais réduire mes glucides. Ça fait à peu près un bon mois que j'ai réduit mes glucides et j'ai pas perdu de poids. Honnêtement, mon poids s'est complètement stabilisé. Je fais un peu plus de muscu qu'avant. Est-ce que peut-être que j'ai pris un peu en masse musculaire ou pas, j'en ai aucune idée. Mais comme quoi, j'ai l'impression que juste avec mes apports qui sont quand même plus riches, bon après c'était l'été, donc beaucoup de salades, beaucoup de fibres, un peu de céréales. Mais pour l'instant, pas de fatigue particulière. Je ressens pas au niveau de mes entraînements, ça se passe bien. Donc je me dis pourquoi Ouais, changer ça t'as probablement si. compensé avec un peu de lipides aussi, j'imagine, naturellement. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Bah, peut-être un peu, ouais, en faisant des salades, mais honnêtement, pas Pas tant que spécialement. ça, Après, ouais. voilà, moi, je mange beaucoup de protéines. Enfin, tous les repas, j'ai une protéine animale pratiquement. Mhm. Puis après, chacun ses convictions, désolé. Mais c'est vrai que pour moi, pour la praticité, c'est vrai que j'ai le boucher en bas. J'ai la chance d'habiter en centre-ville à Marseille. C'est assez pratique. J'ai de la bonne viande, donc Mhm. je m'en prive pas. Et voilà, donc c'est vrai que moi, par rapport à ça, non, pourquoi tu me posais cette question par rapport à. Tu as des recommandations justement par rapport à un poids Bah, de si tu veux, consommation c'était de cette idée glucides? de savoir, en fait, tu vois, parce que c'est une discussion que j'ai eu beaucoup avec le docteur Mouton, avec Anthony Berthoud, etc. C'est cette idée de où est-ce qu'on place le low carb, en fait. Tu vois? Où est-ce qu'on place le low carb et quand est-ce que ça devient du high carb, etc., etc. Et donc, on avait cette discussion autour du fait de sportif, pas sportif. Déjà, pour commencer, évidemment, c'est totalement game changer de ce côté-là. Mais, tu vois, si tu veux, bah, je suis assez connu pour l'alimentation anti-inflammatoire. Dans l'alimentation anti-inflammatoire, les glucides sont un peu diabolisés. Il faut faire extrêmement attention. Chaque pic de glycémie, c'est forcément le diabète qui te pend au nez. Tu vois, c'est très, très, très fort, quoi. Comme souvent, parfois, c'est trop fort. Littéralement, j'ai eu un mec jeune, en sous-poids, qui avait peur de prendre un fruit à 16 h parce qu'il avait peur du pic de glycémie. Un mec jeune, en sous-poids, sportif.
Donc, tu vois jusqu'où la psychose pouvait aller, quoi. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que parfois en repas express, je préparais des burgers, tu vois, maison à ma femme, j'expliquais comment je faisais et tout. Et je disais, voilà, parfois, je mange une galette de riz dans mon repas. Et alors, je te raconte pas le feedback sur la galette de riz qui pèse 8 grammes, hein, juste pour info. Donc, ça fait 6,5 grammes de glucides. Je fais presque 95 kilos, donc juste pour... hein, feedback de folie. Tu manges des galettes de riz, t'imagines le pic de glycémie. Vous n'avez pas tout compris, je crois, en fait. Déjà, le pic de glycémie, en ce qui me concerne, il va être très différent de chez toi. Et en plus de ça, je parle d'une galette de riz, 6,4 grammes de glucides dans un repas. Explique-moi comment ça va me créer un pic de glycémie quand il y a 100 grammes de protéines ou 80 grammes de protéines dans mon repas. Bref, pourquoi je te dis ça? Parce que, tu sais, j'explique aux gens que moi, je mange entre 100 et 200 grammes de glucides par jour. Est-ce que ça vous semble beaucoup? Non. Franchement, non, mais j'ai même pas la notion trop de savoir exactement D'accord. les glucides, tu vois. Quand tu prends par rapport à mon apport calorique total, c'est très bas en fait. 100 grammes, c'est très très bas et 200 grammes, c'est très bas, voire bas. Ça reste vraiment du low carb dans mon cas en fait. Ce qui est normal, tu vois. J'ai 95 kilos, je suis sportif, etc., etc. Et tu vois, je dis juste ça parce que tu parlais du quand est-ce que ça nourrit ta performance et quand est-ce que ça devient dangereux pour la santé. Et moi, je mange plus de glucides maintenant et sincèrement, je me sens mieux parce que moi, ça me correspond mieux. Tu vois, je parlais de rapport avec les graisses saturées, etc. Je me sens mieux en mangeant un peu plus de glucides et un peu moins de graisses saturées. Mais je sais que pour ma santé, c'est bon. Pourquoi? Parce que mon rapport, on va dire, tu sais, masse maigre, masse grasse est meilleur, que mes performances sportives sont meilleures, mais aussi que mes marqueurs sanguins sont meilleurs. Et à partir de là, tu sais, si tous les facteurs s'améliorent chez toi, j'ai envie de dire, bah vas-y. Le seul truc, comme on en parlait, c'est si ça devient une espèce de dépendance et que tu n'es plus capable de fonctionner sans ces glucides, même en faisant moins de sport. Là, tu peux avoir un problème plus long terme. Et est-ce qu'il y a différents types justement, de glucides, hein, certains qu'il faudrait, on a ceux à index glycémique bas, d'autres à index glycémique élevé. C'est quoi ton opinion? Est-ce que ça c'est vraiment important ou est-ce que c'est plus, comme tu dis, la charge qui va être importante? Alors, entre les deux, c'est la charge qui va largement, largement prendre le dessus. D'accord? C'est-à-dire que si on part du principe que tu as une alimentation globalement entière, ok, que tu n'es pas avec des produits ultra transformés, on en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu pourrais prendre qui représenterait vraiment beaucoup de glucides? Ce serait un plat de pâtes, ce serait un plat de pommes de terre, ce serait Du riz? du riz. Ok. Il est clair que si tu manges toute la journée, tu sais, des grosses charges de... En fait, on en revient aux féculents, hein. En l'occurrence, c'est que des exemples de féculents. Parce que c'est les seuls avec lesquels tu vas pouvoir manger beaucoup de glucides d'un coup dans une alimentation qu'on va dire relativement naturelle. Et là, effectivement, on voit bien que ça peut commencer à poser problème. Mais parce que ça va être beaucoup de glucides tout court et parce que tu vas centrer tes repas autour de ça. Si maintenant tu fais des repas équilibrés, tu sais, je te parlais de fibres, lipides, protéines et que tu viens mettre tes glucides là-dedans, déjà la première chose, c'est que l'index glycémique de ton repas à proprement parler, ou même la charge glycémique de ton repas, va diminuer. Et la deuxième chose, c'est que tu vas arrêter que ce soit le centre de ton assiette. Moi, comme j'ai expliqué, j'ai grandi avec les Frosties le matin, le pain à midi, les galettes de riz au chocolat à 10h. À 16h, c'était Kinder Bueno ou un autre truc comme ça avec un yaourt. Et puis le soir, c'était reparti, les pâtes, le pain, etc. En fait, le centre de tous mes repas, c'était les glucides. Et ça, on sait que ça peut poser problème. Quand tu commences à construire tous tes repas autour des glucides, ok, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, entre nous, quel qu'il soit. Maintenant, tu parlais de l'index glycémique. Qu'est-ce qui va avoir un index glycémique vraiment élevé? D'abord, les produits industriels, les sucres raffinés, etc. Ok. Après, on va dire que dans le monde naturel, ce qui va avoir les index glycémiques les plus élevés, ça va être c'est la pastèque qui est quasiment qui a le plus élevé, c'est assez amusant. Mais bon, avant d'avoir une grosse charge glycémique de pastèque, tu peux déjà en consommer pas mal. Le miel est assez élevé, mais c'est comme le sucre blanc, etc., etc. Par contre, tu peux avoir des réponses insuliniques importantes dans les produits laitiers. Ça, c'est quand même quelque chose à considérer. Si tu as des problèmes de résistance à l'insuline, ça peut valoir la peine de surveiller au niveau de ton apport en produits laitiers parce que tu peux avoir une réponse insulinique importante. Donc, tu me demandais est-ce qu'on surveille l'index glycémique? Pour moi, moins.
beaucoup, beaucoup moins que la charge glycémique, que la fréquence de tes apports en glucides et que le déséquilibre de cette charge glucidique par rapport à ton activité physique et à ta masse musculaire maigre. Masse musculaire. Moi, je suis d'accord avec toi, Jack. Je sais pas si Pierre, tu as encore une question sur les glucides, peut-être? Non, mais les glucides, ça se mérite, hein, c'est toujours pareil. Donc, il faut. Oui, ça fait plusieurs fois qu'en fait le discours reste le même. Les glucides, c'est fait pour être consommé et pour l'entraînement, pour l'activité. Et si C'est tu es ça. sédentaire sur ta journée, pourquoi te charger en glucides? Sauf si tu as eu un entraînement violent la veille, sauf si tu as un entraînement violent le lendemain, ou violent, on s'entend, hein, ou intensif, pardon. Mais si Et tu es attention globalement justement au sédentaire, sport de force, hein, ouais. Attention au sport de force, hein, justement, on voit qu'il n'y a pas forcément des besoins de recharger en glucides, hein. C'était quand même l'info de Jack. Excuse-moi, ouais. Jack, je t'ai coupé. Non, je suis tout à fait d'accord et j'allais juste pousser le truc de si tu es très sédentaire, ce qui est probablement pas le cas de la majorité de votre audience, hein, mais si tu es quand même. Alors, juste un truc, c'est que si tu fais 3 fois 1 heure de sport par semaine et que le reste du temps tu es assis, tu es sédentaire. Il faut arrêter à un moment donné de penser qu'on est des sportifs et qu'on est actifs, c'est faux. Si tu es assis 8 heures par jour et que tu fais 3 fois 1 heure de sport par semaine, tu es sédentaire et tu n'as pas besoin de manger 5 tranches de pain à midi pour rester 4 heures derrière ton ordi derrière. Ça va. Voilà, je pense que ça, on est quand même tous Peinard. d'accord. Parce que T'as raison. là, tu risques d'avoir des problèmes. Mais voilà, cet index glycémique, par contre, je vais juste pousser une dernière chose de ce côté-là. Moi, je vais l'utiliser. C'est-à-dire que tu parlais, tu vois, avant le sport, après le sport, pendant le sport, etc. Alors moi, je mange pas trop de glucides après le sport, c'est plutôt avant ou pendant, comme je le disais. Et là, je vais utiliser justement les index glycémiques élevés et la digestibilité élevée. Tu vois, tu sais, la banane bien jaune, voire un peu brune, là, tu vois, la cuillère de miel, vraiment les trucs qui vont te donner ce coup de fouet que tu cherches et qui vont être très légers sur ton système digestif. Ça, je trouve ça extrêmement utile. Tu me feras pas avaler de cuillère de miel à 16 heures en train de bosser à l'ordi. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, à ce sujet, sur les sports d'endurance, écoutez, donc, je sais pas s'il sera sûrement sorti à ce moment-là, le podcast qu'on a fait sur la nutrition du sportif avec Cyril de Courir Mieux, où on parle justement des produits de nutrition. Est-ce qu'il faut les prendre à index glycémique bas ou élevé, ou est-ce que c'est complètement du bullshit? Est-ce que tu as un avis d'ailleurs sur ça, Jack? Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt de prendre du coup, des glucides à index glycémique bas pendant l'effort? Alors, juste, tu peux me donner un exemple d'index glycémique Par bas exemple, en fait, il y a des bars maintenant, il y a des gels qui sont des glucides avec un index glycémique bas, en fait. Mais C'est non, leur surtout pas. marketing. Ouais, Alors, voilà, c'est pour selon moi, ça. surtout pas. Tu, C'est-à-dire qu'en fait, les- soit tu fonctionnes en cétogène et tu vas aller aux lipides, et c'est très bien, soit tu fonctionnes aux glucides et tu as intérêt à ce que tes glucides, ils arrivent bien vite et ils soient super digestes. En fait, le principe d'un glucide à index glycémique bas, tu peux le regarder comme tu veux, c'est qu'en fait, plus il est bas, moins il est digeste. Donc ça veut dire c'est il est bourré de fibres, il va traîner dans ton système digestif, il va alourdir ton. C'est Je exactement sais pas. c'est pour ça. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On en a parlé justement dans ce Ah, ok. podcast-là. Attention à ce type de produit-là qui est pas du tout intéressant. Ah, Donc, il était plutôt écoutez, contre aussi. Je ah suis oui, rassuré. Je il me était dis que je suis en train complètement. de dire un truc. Il disait que c'était. Ouais, non, il disait que c'était justement, il fallait absolument éviter ce type de produit qui avait absolument aucun intérêt. Surtout qu'en plus, on recherche à essayer de maintenir nos stocks de glycogène. Donc, C'est ça. c'est un contresens complet. Mais en fait, certaines marques ont utilisé ça dans un but un peu marketing pour vendre ce côté index glycémique bas. Donc, faites attention. Ouais. Donc, on Le ferme moment où ça les va trop glucides. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur les glucides, Jack? Non, écoute, juste, je trouve que, comme j'ai dit, à l'échelle de la population, c'est intéressant de diminuer. Et par contre, à l'échelle de certains sportifs, ça peut être intéressant d'augmenter. Je pense vraiment un peu à cette psychose qu'il y a eu aussi autour des glucides et chez certaines personnes qui pratiquent des sports de haute intensité, tu sais, qui font de l'intervalle, des aerox, des machins. Ça peut être intéressant d'en manger un peu plus et souvent, on voit des résultats positifs à partir du moment où ça reste fait intelligemment. Nickel. Mais on va peut-être finir cette dernière partie sur. Tu l'as un petit peu évoqué avec les glucides, c'est les produits laitiers, hein. Souvent diabolisés, aucun souci pour ce petit bruit. C'est parce que j'espère que le téléphone du Pierrot va bien. C'est bon. Et donc voilà, on parle des produits laitiers. En plus, tu es quand même spécialisé un petit peu sur l'alimentation anti-inflammatoire. On entend de tout sur les produits laitiers. Donc, moi, on m'a toujours dit bois du lait pour grandir, bois du lait pour le calcium.
Bon, moi, ça n'a pas trop marché sur moi, perso, le lait. J'en ai pourtant aucun problème digestif, mais j'ai pas trop grandi et je me suis cassé 5 ou 6 fois les bras. Ah Mais ouais, bon, ça, c'est parce que j'étais un peu dans un tous peu les fou. sens quand Ouais. j'étais, ouais, quand j'étais petit, j'étais un peu foufou, on va dire. Donc, qu'est-ce que tu en penses déjà de ce mythe du lait calcium? Dans un premier temps, je pense on peut partir sur ça. Ça a pas l'air que ça a beaucoup de sens pour le calcium de justifier, si tu veux, l'apport de produits laitiers par le calcium. Je j'ai Dans les recherches que j'ai faites, tu sais, parce que dans l'alimentation anti-inflammatoire, en fait, les produits laitiers, c'est très décrié. C'est très décrié, mais c'est aussi controversé parce que de l'autre côté, on va te dire que l'avantage du lait cru, c'est que pour le microbiote, c'est intéressant, que les enfants qui ont grandi dans la ferme, et cetera, et cetera. Donc tu vois, il y a vraiment, les 2 côtés qu'on va pouvoir trouver et d'ailleurs, je serais content d'en parler avec toi. Hem Par rapport au calcium, ça a l'air quand même que déjà nos apports sont pas aussi élevés que ce qu'on nous a dit et qu'en plus c'est pas trop compliqué de le trouver en dehors. Alors, malgré tout, les produits laitiers, tu vois, moi j'ai vraiment des gros bémols avec le fait qu'on a été endoctriné. Parce que pour moi, on a été endoctriné, particulièrement nos parents, mais nous aussi, tu vois, les amis pour la vie, il faut manger 3 4 produits laitiers par jour, enfin, tu sais bien tout le truc qu'on a entendu et réentendu. Et malheureusement, des diététiciens qui continuent voilà, de propager ce message. Ça, j'ai un peu plus de mal. D'autant plus que les produits laitiers ne sont plus ce qu'ils étaient. Je ne sais pas exactement comment vos grands-parents fonctionnaient, mais je sais très bien que les miens, ils avaient le laitier, donc le laitier qui venait dans la rue amener le lait frais de la ferme du matin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, bien sûr. on est quand même sur un autre lait, tu sais, que tu devais faire bouillir ou alors que tu devais boire dans les 24-48 heures maximum. Ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec le lait de chez Danone, tu vois, avec ces pauvres vaches qui sont dans des conditions quand même assez lamentables. Pour toi, le lait de qualité, c'est quoi? Si on avait des repères, tu vois, moi, je sais que j'achète un lait, quand je l'ouvre, mais genre, ça sent la ferme, quoi. Tu vois, c'est exceptionnel et j'en prends rarement. J'en prends, je sais pas, une fois toutes les 3 semaines, voire un Mhm. mois. Après, j'adore boire du lait froid. Je sais pas, je sais pas Ah ouais. pourquoi, mais chacun ses goûts. Toi, c'est quoi, du coup, les repères pour toi, un lait de qualité sur lequel on peut y aller, peut-être pas les yeux fermés en fonction, bien sûr, de chaque contexte, mais Ouais. sur l'étiquette, tout ça, pour les auditeurs, est-ce qu'il y a des Alors, conseils vis-à-vis de ça? ce qui a l'air quand même de fonctionner chez beaucoup plus de gens, c'est le lait cru, euh, et c'est le lait, idéalement, de nouveau de ces fameuses vaches qui gambadent dans les champs, tu vois, qui mangent de l'herbe en fait. Euh, le lait cru a l'air d'avoir une digestibilité supérieure, en fait, paradoxalement, à ce fameux lait, tu sais, UHT. Alors, ça s'expliquerait par les enzymes présentes dans le lait, directement, en fait, qui n'auraient pas été, du coup, détruites par la cuisson. Alors, maintenant, par rapport au lait, si tu veux, moi, je vois vraiment des différences énormes à l'échelle de l'individu. D'accord? Donc, on a vu quand même des populations entières thrive, vraiment, tu sais, se développer et s'épanouir avec les produits laitiers. Donc, pour moi, ça a été une excellente source alimentaire dans des endroits du monde. Tu peux penser par exemple aux pays du Nord de l'Europe. Et puis, tu vas voir des gens, tu vois, toi, tu disais le lait, j'adore ça, etc. Tu n'as jamais eu aucun problème digestif. A priori, ça a l'air de bien te réussir. J'ai envie de te dire, ben, fais-toi plaisir, tu vois. Parce que si tu prends du lait de qualité, je vois vraiment l'intérêt nutritif. J'ai grandi personnellement avec les produits laitiers et j'adorais ça. Il y en a certains avec lesquels c'était pas ouf, mais voilà. Par contre, depuis que j'ai eu mes problèmes de santé, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. En plus, depuis que j'ai appris que j'étais ApoE4, bah, je fais encore plus attention parce qu'on voit bien que les graisses des produits laitiers sont pas ouf pour les ApoE4. Mais l'idée, c'est que, de nouveau, à l'échelle de la population, les graisses des produits laitiers ont l'air d'être plutôt bénéfiques. Les problèmes qu'on peut avoir avec les produits laitiers sont plutôt du côté du sucre des produits laitiers ou des protéines des produits laitiers. Et là, de nouveau, ça devient quand même très très personnel, mais ça peut se tester ça. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé sur le podcast ou pas, de comment on peut tester finalement soi-même sans passer par les analyses sanguines. Il y a une petite matrice qu'on peut faire qui permet de savoir un petit peu comment on fonctionne avec les produits laitiers. Non, je suis pas au courant. Tu peux faire un régime sans produits laitiers. Tu peux couper tous les produits laitiers et dans ce cas-là, ça t'enlève lactose et caséine. Mhm. Et donc tu vois déjà comment tu fonctionnes. Mhm. En tout cas,
Moi, des fois, c'est des recommandations que je donne. Et si on voit qu'on fonctionne bien, on peut essayer de réintroduire fromage à pâte dure. C'est ceux qui vont contenir très très peu de lactose, mais qui continuent de contenir de la caséine. Et si finalement la réintroduction de produits laitiers contenant, donc on parle de parmesan, comté affiné, ce genre de fromage, en fait, l'affinage enlève le lactose, puisque les bactéries consomment le lactose pour se développer. Et mais du coup, si vous le tolérez pas, c'est que comme il y a de la caséine, c'est que c'est la caséine qui vous pose problème. Et si vous le tolérez bien, c'est que potentiellement c'est le lactose. Et ou vous faites un break test, vous prenez une burrata bien crémeuse ou vous prenez un verre de lait comme Pam C le dit. Et si vous avez un inconfort digestif, c'est que le lactose ça va pas. Oui, c'est ça. Et alors, l'astuce derrière, c'est d'essayer, du coup, tu parlais de caséine, tu vois. Ah, Non, mais c'est bon, t'inquiète. ça va? Il était Ouais, coupé, tu peux Pierre, je pense. continuer, vas-y, Ah, ok, Jack, ok, t'inquiète, il autant va pour moi. arriver. Et du coup, je disais, et du coup, le test alternatif, c'est que la caséine qui est présente dans les produits laitiers de brebis et de chèvres ont l'air d'être mieux tolérés par les personnes qui ont des problèmes avec la caséine du lait de vache. Donc, c'est cette fameuse histoire de caséine A1, A2. Et donc, ça peut être un autre test à faire. Du coup, c'est de dire, OK, quand je prends tu vois, tu parlais du parmesan, ça fonctionne pas très bien, par exemple. Donc là, du coup, c'est pas le lactose, mais c'est potentiellement la caséine. Dans ce cas-là, je vais aller vers un produit laitier de chèvre ou de brebis. La brebis a l'air d'être encore mieux tolérée par la plupart des gens. Et là, la recommandation que je fais pour le test, moi, c'est le pecorino, parce que tu peux trouver, en fait, c'est du lait de brebis que tu peux trouver cru et affiné. Et donc là, tu te retrouves exactement dans le même contexte, mais avec une caséine qui est différente, et donc ça peut aider chez certaines personnes. Donc là, ça devient vraiment de l'individualisation. Mais donc, pour en revenir à l'idée, c'est que, est-ce qu'on a besoin des produits laitiers? Non. Est-ce que les produits laitiers ont une utilité? Oui. Est-ce que tout le monde peut en manger? Non. Est-ce qu'il y a un bénéfice à en manger si tu les tolères bien? Je pense que oui. Et quels intérêts, pour toi, quel est l'intérêt premier du lait? Si par exemple, moi, typiquement, qui bois du lait, quel intérêt j'aurais à en boire, vu que je l'assimile bien, j'ai aucun souci digestif? Qu'est-ce qui m'apporte pour les auditeurs? Des protéines? Si tu Qu'est-ce que prends, je peux avoir? si tu prends le lait à proprement parler, tu vas te retrouver à peu près avec un rapport de 1 pour 1 entre les glucides et les protéines, à peu près. L'avantage, c'est que c'est une protéine, on parlait des acides aminés essentiels, donc c'est une protéine de haute qualité à ce niveau-là. Et on parlait du lait cru. Et là, en fait, l'idée, c'est que pour le moment, un truc qui ressort pas mal justement dans cette fameuse alimentation anti-inflammatoire, c'est de dire le lait cru, en fait, aurait des vertus justement pour le microbiote. Parce qu'on apporterait des bactéries différentes, des enzymes différentes, et donc ça pourrait avoir un intérêt. Donc je te dirais que si tu veux boire du lait, cherche juste, profites-en du coup, et s'il passe bien pour toi, profites-en et prends du lait cru. C'est vraiment le truc que je te dirais, et particulièrement si tu peux trouver du lait de vache nourrie à l'herbe principalement. Donc pour te donner un exemple, juste pour illustrer ce que je dis, c'est que moi je tolère plus très bien les produits laitiers et ma femme pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Donc tu peux imaginer que notre fils, il est pas né avec un avantage énorme pour les produits laitiers, tu vois ce que je veux dire? Et Bien force sûr. est de constater que depuis qu'il est petit, ça marche pas du tout. Les produits laitiers pour lui, c'est vraiment compliqué. Il peut en prendre un peu, mais il doit être vraiment prudent sur les quantités. Mais par contre, je vais très régulièrement lui faire des repas avec du beurre de ferme, lait cru, vache nourrie à l'herbe. Très souvent, pour qu'il ait quand même ce bénéfice-là avec donc, les fameux lipides dont je te parlais. Et on l'expose de temps en temps à certains produits laitiers pour voir un petit peu ce qui peut fonctionner. Et d'ailleurs, de manière assez naturelle, il va s'autoréguler. Et pour la petite anecdote, parce que c'est assez comique de voir à quel point sa mère et moi, les produits laitiers, c'est pas ouf que lui, en fait. Pareil que les produits laitiers, sauf que le beurre, littéralement, il le mange à la cuillère. Il mange le beurre à la cuillère. Il adore ça. Genre, je dois lui dire, non, mais je pense que là, ça suffit, tu vois. Après, je le laisse beaucoup s'autoréguler. Mais tu vois, c'est pour illustrer le truc où même moi qui, personnellement, ne fonctionne pas bien avec, je pense que ça peut avoir un intérêt d'en mettre à partir du moment où on le tolère bien. Et qu'est-ce que tu penses des alternatives, des laits, végétaux, ou Je- est-ce qu'on peut aller en chercher? Est-ce qu'il y a un intérêt, pas d'intérêt? Est-ce que c'est pas trop riche en glucides? alors là, ça dépend de quel lait végétal on parle, Ouais, évidemment. justement.
Euh, j'ai un peu un problème avec ces laits végétaux. Alors, je m'explique. Euh, L'idée, c'est que si tu aimes avoir un produit lacté dans ton alimentation et que tu ne peux pas du tout fonctionner avec les produits laitiers animaux, j'ai envie de te dire, pourquoi pas de temps en temps. Le problème, c'est que, comme tu le sais, du un peu de temps en temps, on est arrivé à il y en a partout tout le temps. Et là, pour moi, on se surcharge dans potentiellement des sources d'antinutriments, d'oxalates, d'inflammation qui ne sont pas adaptées à tous. Je vais le dire comme ça. Alors pour ma part, je fonctionne très bien avec le lait de coco. Mais vraiment très bien. J'ai déjà essayé plusieurs variantes différentes et je fonctionne très bien avec le lait de coco. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, notamment parce que ces fameuses graisses du lait de coco peuvent ne pas convenir à tout le monde. Mais les laits d'avoine, les laits de riz, etc. sont bourrés de glucides et l'index glycémique est très élevé. Donc là, je vous dirais que si vous voulez surveiller votre apport en glucides et ou votre glycémie, ces laits-là ne sont même pas une option. Alors j'exagère. Tu mets 2 cuillères à soupe dans un gâteau, je sais pas quoi, ok. Mais je veux dire par là que c'est pas une option de remplacer la quantité de lait par la quantité de lait de riz, etc. Parce qu'en termes de glucides, c'est x2 plus. Donc là, on est vraiment très élevé. Et pour tout ce qui va être lait d'amande, lait de noisette, lait de ceci, là, ça va être vraiment une question de tolérance et pour moi de fréquence. On n'a pas intérêt à boire un demi-litre de lait d'amande par jour. Je pense que ça, c'est net négatif dans la santé. Et quel lait serait riche en protéines? Est-ce qu'il y en a un qui, pour toi, pourrait avoir du sens, justement? Est-ce qu'il n'y en a aucun? Je vois Pierrot qui hoche la tête un petit Tu peu. parles des laits végétaux? Ouais, des laits végétaux, ouais. Est-ce qu'il y a un lait, justement, Non. végétal qui serait plus riche en Ils sont protéines, riches en eau peut-être? déjà. Ils sont très très riches en eau, évidemment. Ils sont coupés à fond. J'ai pas. Oui, ça c'est question de finance, évidemment. Je suis pas sûr de. Je vois pas. Je reviens là-dessus. Je vois pas l'intérêt de trouver ces protéines là-dedans, en fait. Je vois pas pourquoi tu irais les chercher là. Non, il y en a pas. Alors, tu en as un tout petit peu dans le lait de soja, mais de nouveau, est-ce que ce que tu veux, c'est trouver tes protéines dans le lait de soja? Tu vois? On en revient là-dessus. Net positif ou net négatif? Pour moi, c'est net négatif. Pour moi, sur la santé long terme, tu gagnes pas à faire ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on va justifier. Ça, je pense que c'est vraiment sous-estimé. Et c'est dommage que ça n'arrive qu'à 2h05 de podcast parce qu'il y aura moins de monde. Mais on va très souvent te flanquer un argument santé positif sur un truc qui, en fait, va être net négatif pour ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va te dire, par exemple, yaourt riche en protéines. Et on va claquer riche en protéines dessus parce qu'à partir de X protéines, ils peuvent écrire ça. Ok, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce yaourt, il est peut-être aussi bourré de glucides, il est peut-être aussi bourré d'antinutriments, ou de X, ou de Y, ou de Z. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on va te dire, c'est génial, prends du lait d'amande, c'est sans lactose, ok, sauf que peut-être que toi, tu as un problème avec les oxalates, peut-être que toi, tu as des problèmes digestifs avec les noix, et que tu vas te retrouver avec du lait d'amande, génial, c'est sans lactose, et tu vas pas comprendre pourquoi tu as le ventre complètement flingué parce que tu bois un verre de lait d'amande tous les jours. Je te prends cet exemple-là, et il y en a plein d'autres comme ça. On a plutôt intérêt à chercher de la simplicité de ce côté. J'ai vérifié mes dires. Non, mais sur l'amande, amande, coco, vous trouverez pas. Il n'y a pas de protéines dedans. Hein. Mais sur le soja, on est à 4 grammes hein, sur du lait d'amande pour 100 millilitres. Donc c'est comme sur du un lait, verre de 250 millilitres, vous avez quand même 10 grammes de protéines dans le verre. Donc c'est quand même non négligeable. Mais par contre, tu peux me donner les glucides qui vont avec? Et glucides, 1 gramme pour 100 millilitres. Ok. Donc c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Après, il faut savoir si on a envie de boire du lait de soja dans une quantité comme ça, avec une fréquence comme ça. De nouveau, est-ce que oui, est-ce que non? Si on aime, pourquoi pas? Si on aime, pourquoi pas? Je pense pas. Alors, de nouveau, tu vois, on n'a pas assez de recul. C'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de recul avec ces nouveaux produits-là. Par contre, ce que tu peux voir là où on a du recul avec le soja, c'est que historiquement, ça n'est pas consommé comme ça. Historiquement, le soja a été consommé fermenté. On n'a jamais mangé le soja comme maintenant, jamais. Alors, peut-être que dans 50 ans, on se dira, en fait, ça va très bien, le soja, voilà, en fait, on s'est fait un stress avec les hormones, etc. pour rien, peut-être. Mais par contre, historiquement, les quantités de soja étaient beaucoup plus faibles et surtout, il était fermenté systématiquement dans le natto, dans la sauce soja, fermenté. Super. Jack, est-ce que tu as un dernier mot sur les produits laitiers avant qu'on
qu'on fasse une petite conclusion. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être un mythe qui te tient à cœur de casser là avant qu'on arrête le podcast? J'ai pas d'idée qui me vient là tout de suite, mais par rapport aux produits laitiers, en tout cas, si tu veux, moi, ça me renvoie vraiment à mon enfance. Je pense que vous êtes un peu plus jeune que moi, mais donc, comme je disais, je suis né dans les années 80 et vraiment cette éducation que l'on a eue, en fait, où les produits ultra transformés étaient devenus normaux, ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai un gros problème maintenant. C'est-à-dire qu'on est en 2025 et je pense que la génération de nos parents ne savait pas. Je pense sincèrement qu'ils ne savaient pas l'impact parce qu'il n'y avait pas encore assez de recul. On est donc 40 ans plus tard à peu près et maintenant on sait l'impact des Frosties, des Kinder Bueno, des Sprites, des lasagnes emballées et des pizzas surgelées. On le sait, on le voit sur la population et dans les études. Tu peux le voir au quotidien, vous avez des patients, j'ai des clients, on le voit. Et pourtant, ça reste normal de manger sorti d'un sachet. Et ça, c'est vraiment un combat, je pense, qu'on doit tous mener. On essaye de le mener justement en vulgarisant toutes ces informations et je pense que tu fais aussi pareil, Jack, avec ton podcast aussi, hein. Ça nous tient à cœur aussi de mettre en avant ton travail. On apprécie beaucoup. On retrouvera toujours pareil en description vous trouverez les liens de Jack, de sa chaîne YouTube qui est très intéressante avec pas mal de vidéos. Donc, si vous êtes encore là au bout de 2h10, ou alors peut-être qu'on aura coupé l'épisode en deux, je sais pas, on va voir ça. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même si c'est juste un pouce. Ça donne beaucoup de force à la visibilité. On est un petit peu embêtant avec ça, on le rabâche un peu. Mais quand on voit le nombre de vues et le nombre de likes qu'on a, malheureusement, alors que c'est un petit geste gratuit, c'est pas grand-chose, mais aidez-nous, ça récompense le travail. Et plus on va avoir de soutien et de visibilité, et plus on pourra on pourra produire des épisodes. Et je pense que Jack, tu penses pareil que moi sur ce sujet-là. Faites-le. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir peut-être à une dernière chose aussi qui te tient à cœur? Là, on a fini avec les produits transformés. Est-ce qu'il y a une dernière chose ou est-ce qu'on arrête sur ça? Non, je pense que c'est bon pour moi. Par contre, je vais juste prendre 5 secondes de plus dans les 2h10 pour dire que si vous voulez soutenir un créateur, laissez un commentaire ou partagez le contenu. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a. Et en fait, c'est le petit truc, tu sais, moi maintenant, je me force à le faire parce que je suis un gros consommateur de YouTube. Je ne suis pas du tout Instagram, pas du tout, mais YouTube énormément. Et maintenant, je me force à mettre un like ou un commentaire parce que je sais à quel point moi ça me fait plaisir et surtout à quel point ça aide la vidéo à être vue. Et donc quand j'aime bien une vidéo, en dessous je mets juste good job, bravo, merci, peu importe, ou je commente vraiment. Mais franchement, vous ne sous-estimez pas le temps et l'énergie que ça prend de créer tous ces contenus. Et oui, on le fait par passion et certainement aussi pour des revenus, mais votre soutien vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez, je pense. Bien sûr, mais c'est vrai que les gens sous-estiment un petit peu l'impact qu'ils peuvent avoir et on compte sur vous. De toute façon, on sait que vous êtes à 1000%, donc on a aucun doute par rapport à ça. Cool. Merci à tous. Merci le Pierrot. Est-ce que toi aussi, tu as peut-être une dernière question, mot de la fin? Non, c'était très complet. On a balayé plein de choses finalement. Donc, je pense tout le monde aura trouvé matière à apprendre ou peut-être nous apportera des éléments de réponse ou des nuances peut-être dans les commentaires. On est toujours preneur de pistes. Bien sûr. Ben, vous l'avez compris, il faut commenter. Merci beaucoup. Et moi, on va tous aller travailler. Merci. À très bientôt. Ciao. Allez, ciao. 2h10.